À Vestalten, dans le Haut-Rhin, des viticulteurs se sont lancés à l'hiver 2013 dans un projet inédit et novateur baptisé Projet Repère. Ce projet collectif, à l'initiative de l'Association des viticulteurs d'Alsace, de l'INRA et d'Alsace Nature, vise à construire des solutions sur le terrain pour répondre aux enjeux viticoles de demain. Que voulez-vous faire pour demain? Qu'est-ce qui vous pèse dans vos pratiques viticoles tous les jours? Donc pour répondre à cet enjeu-là, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait aller au-delà de la première réunion qui consiste à réunir tout le monde et à discuter. Il fallait construire en fait un cadre méthodologique pour travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle le projet repère qui est devenu la méthode repère. En quoi elle consiste? Elle consiste à amener des acteurs qui ont des visions du monde différentes, qui ont des pensées différentes, qui sont souvent en opposition parfois très forte, et de les amener à travailler ensemble pour qu'ensemble ils construisent un projet qui dépasse ces oppositions et qui dépasse ce à quoi chacun pensait avant d'être dans ce type de groupe. Et cette méthode, on l'a construite avec Anne Monneron, une chercheuse en sciences humaines, et puis avec Bernard Ancory à Strasbourg. Et l'idée, ça a été d'offrir un cadre qui permette de, avant tout, légitimer les savoirs des viticulteurs. Comment vous construisez vos savoirs? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous avez abandonné cela? Qui vous l'a appris? Et reconstruire tout le cadre du raisonnement des viticulteurs et en remettant ça en scène, en le légitimant, eh bien en fait on a changé de mode de pensée, on a changé de paradigme et les viticulteurs ont carrément déployé assiduité, engagement, innovation pour construire leur propre projet. Leur projet, en quoi il a consisté, ça a été de dire « nous, ça nous fait mal de mettre du désherbant sur la terre. On veut arrêter ça le plus tôt possible. » Par ailleurs, si on regarde ce domaine viticole, il est totalement en V. Et dans l'histoire, dans les années 50 jusqu'à la fin des années 70, le vignoble était essentiellement travaillé à la main ou à la charrue. C'était d'ailleurs beaucoup les femmes qui faisaient ce travail. Et lorsqu'il y avait des gros orages, toute la terre dévalait dans le village et il y a un film qui retrace ces cataclysmes pour le village où des torrents de boue qui faisaient 80 cm de hauteur envahissaient tout le terrain, tout le village. La conséquence de ça, outre le fait que toute la bonne terre descendait dans le village, c'est que le village a commencé à détester les viticulteurs alors que le village vivait de la viticulture. En contrepartie, eh bien, ce qu'on voit dans le film, et ce que j'ai senti en travaillant avec ces gens, c'est qu'il y avait une dimension collective extrêmement forte dans ce groupe, dans le village, parce que quand il y avait de la boue, ils sont tous allés ensemble pour enlever la terre, tous ensemble. Et à cette époque-là, il y avait très peu de pelleteuses, ils faisaient ça avec des pelles. Et donc, pour faire face et contrer ces accidents climatiques, eh bien, ils étaient probablement parmi les premiers à s'engager dans l'enherbement du vignoble, parmi les premiers à prendre les risques de changer complètement de pratique viticole. Au sein de réunions de travail, les viticulteurs se sont mis à échanger sur leurs pratiques, à partager leurs propres tests et à proposer leurs solutions pour remplacer les herbicides tout en limitant l'érosion et les risques de coulées de boue. Le système d'innovation standard qu'il a été établi et qui a fait ses preuves, si on parle de la viticulture, c'est basé sur la conception de pratiques viticoles dans des établissements de recherche comme l'INRA, et puis ensuite sur une chaîne de transfert via les chambres d'agriculture, via le conseil, et la formation pour ensuite expliquer aux viticulteurs comment ils doivent faire dans leurs vignes. Dans ce que nous faisons ici avec la méthode repère, on part dans l'autre sens, en se disant on va assembler les savoirs des vignerons et construire ensemble une autre innovation. C'est-à-dire qu'on était tous d'accord, on se rendait tous compte qu'on allait avancer, expérimenter des choses, mais qu'aucun d'entre nous n'en connaîtrait le résultat. En quoi ça a consisté? Donc par exemple, un des viticulteurs ici, c'est les parcelles de Jean-François, avait essayé d'utiliser une plante dont les propriétés allélopathiques et de colonisation font fuir les mauvaises herbes qui sont concurrentes de la vigne. Jean-Luc Schlegel lui a proposé d'utiliser une charrue spéciale pour abandonner les désherbants et travailler le cavaillon avec une charrue. Et puis Agathe, elle a proposé de mettre des composts sous le cavaillon pour étouffer la mauvaise herbe. Chacune de ces propositions a été discutée, argumentée, déconstruite, puis reconstruite.
Et collectivement, après cette reconstruction, on a fait une liste de questions qu'on voulait poser. Comment cette nouvelle pratique à la place du désherbant pour ces 3 pratiques se met en place? Comment elle se développe? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Quelle est la technicité qui est là-dedans? Et puis ensuite, quel est l'impact positif ou négatif de ces 3 pratiques sur la vigne? Au final, les viticulteurs ont engagé 40 hectares en zéro herbicide, la moitié testée avec l'implantation de la piloselle, l'autre moitié avec le passage d'une charrue sous le cavaillon, la dernière option n'étant testée que par la personne qui l'avait proposée. Certains viticulteurs, par contre, ont testé les 2 modalités, plante et charrue, sur une partie de leur parcellaire. Dans le cadre du projet zéro herbicide, cette parcelle est menée sans herbicide sous le cavaillon, donc je passe la charrue pour maintenir le sol en état convenable. La CUMA du village a fait l'acquisition de 2 cadres de charrues. Donc il y a une première charrue qui est composée de disques buteurs qui poussent la terre sur un côté et ensuite de l'autre. Et ensuite, en fin de saison, on pourra utiliser une lame intercept, une lame bineuse, le système classique qu'on utilise en Alsace. Alors sur cette parcelle, sur une année complète, je vais passer entre 4 et 5 fois dans la parcelle pour entretenir mon cavaillon. De manière générale, selon les années, c'est 3 à 4 passages de disques buteurs en saison. Et en fin de saison, au mois de mi-juillet, un passage de lame pour de nouveau mettre à plat pour faciliter les travaux de vendange avec un sol plus nivelé. Voilà. Alors sur cette parcelle en pente, j'ai privilégié l'installation de la piloselle pour me retenir le sol, pour bien tenir la terre, pour éviter l'érosion. Donc la piloselle, c'est une plante rase, assez basse, qui est présente naturellement sur les landes sèches. C'est une plante qui consomme peu d'eau et qui ne nous gênera pas pour la culture de la vigne. Donc on l'installe en petite motte sous le cavaillon à raison de 3 mottes entre 2 pieds de vigne et ensuite elle se développe par stolon. J'ai planté mes premières piloselles il y a 5 ans et depuis j'ai implanté, j'ai 3 hectares actuellement de cavaillon avec des piloselles. Donc c'est une installation qui s'est faite progressivement sur ces 5 années. Parce que les premières années nécessitent quand même un peu d'entretien, il faut un peu bichonner ces plantations, parce que quand on implante des mottes sous le cavaillon, eh ben, il y a aussi d'autres plantes qui poussent, donc au départ il faut un petit suivi un peu plus précis, mais ensuite l'entretien se limite à 1 à 2 fauches annuelles. Alors oui, 2 fauches, il faut compter par an, une au printemps quand la végétation pousse, et une plutôt en fin de saison pareil pour nettoyer tout ce qui aura poussé entre. Donc c'est pas la piloselle qu'il faudra faucher, mais c'est les autres adventices qui peuvent pousser à travers. Alors il y a parfois quelques liserons, il y a des chardons qui peuvent lever, voilà, ou du trèfle qui provient de l'enherbement qui commence à se déplacer. Donc voilà, donc l'idée c'est de couper tout ce qui peut gêner autour, pour que la piloselle ait le plus de lumière possible, parce que c'est une plante qui a besoin d'ensoleillement pour se développer. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir cette moquette de piloselle et avoir moins d'autres espèces qu'on ne souhaiterait pas et qui pourraient peut-être être concurrentes en eau, donc les autres espèces. Pour l'avenir, je vais continuer à l'implanter, la piloselle, au fur et à mesure des replantations de mes parcelles, parce que c'est de la piloselle, j'espère qu'elle va être en place pour une dizaine d'années, donc il n'est pas question de l'implanter dans une vieille vigne qui a une durée de vie limitée, quoi. Donc au fur et à mesure, je vais l'implanter dans les parcelles en pente. En plus de 2 cadres de charrue, la CUMA a fait l'acquisition d'une faucheuse intercept adaptée pour l'entretien des parcelles accueillant la piloselle. Alors c'est un prototype qui avait été créé par la société Sigwald, mais elle ne nous convenait pas totalement pour toutes nos situations, donc on a procédé à quelques modifications, on a fait rajouter des fonctions pour pouvoir intervenir notamment dans des situations un petit peu compliquées comme celle-ci dans le cadre de terrasse. On a modifié surtout l'inclinaison des deux disques, des 2 intercepts pour que chaque intercept chaque faucheuse soit indépendante. Donc on peut régler de manière indépendante les 2 bols de coupe.
Tout comme Jean-François Lallemand, Pierre Isner a choisi de tester la charrue sur des parcelles planes et d'implanter la piloselle sur des parcelles en dévers ou en terrasse. En tout, il a engagé 40% des surfaces de son exploitation dans le projet. Alors il y a eu 2 moments de doute forts. Donc un sur une parcelle de piloselle où il y a eu un échec total d'implantation à l'automne, où pour différentes raisons, notamment suite à des conditions météo défavorables, la piloselle a complètement disparu. Et donc il a fallu réimplanter. Donc c'est vrai que c'était un moment où on était assez inquiet pour cette parcelle en particulier. Et le deuxième moment de doute concernait la charrue, cette fois, où l'an passé, j'ai été un peu, à cause également des conditions météo pluvieuses du printemps, j'ai commencé à me faire dépasser par l'herbe, ne pouvant plus intervenir en fait mécaniquement. Et là, c'est vrai que jusqu'au début d'été où j'ai pu enfin réintervenir, le doute était fort puisque l'herbe était en train de gagner de manière assez forte le cavaillon et me posant des problèmes surtout de maintien de l'humidité. La pression hydrique n'étant pas forte à ce moment-là, mais l'humidité et le risque de favoriser les maladies par un maintien d'humidité dans le parcelle m'inquiétait fortement. Ça a été en grande partie, les moments de doute ont souvent été dépassés justement par la discussion avec les autres membres du groupe, où en n'étant pas seul et voyant également ce que les autres auraient pu faire ou pouvaient faire ou faire autrement, ça permettait justement de corriger en fur et à mesure, ou du moins d'essayer de corriger la situation personnelle que je pouvais vivre à ce moment-là. Donc les difficultés, on les pressentait, et puis il y en a d'autres qui se sont invitées. Alors celles qu'on pressentait, c'est que lorsqu'on arrête le désherbant et qu'on passe soit la charrue sous le cavaillon, soit qu'on met de la piloselle comme une solution végétale sous le cavaillon, c'est qu'avant, les racines étaient directement sous la surface. La vigne venait chercher l'eau de la pluie et les nutriments directement en surface. Passer la charrue équivaut à couper toutes ces racines de surface. Et ça a un impact négatif de dépréciation de la vigueur de la vigne instantanée. La piloselle a eu également un impact qui est 2 à 3 fois moins important que la charrue. Ces impacts, on les avait pressentis, maintenant il faut qu'on arrive à les compenser jusqu'à ce que l'équilibre nouveau se reforme. Et puis il y a d'autres contraintes qui nous sont tombées dessus. 2014 il faisait hyper sec, 2015 il faisait hyper sec, 2016 il faisait trop mouillé et 2017 c'est une année bizarre. La vigne c'est une plante qui inscrit sa vie dans le temps. Dans le temps parce que les fleurs qui sont aujourd'hui, qui sont en train de donner des grappes, elles ont été formées l'année dernière. Donc on a pas mal d'inflorescences cette année, sauf pour le Gewürztraminer. Et puis un temps beaucoup plus long de la mise en réserve. Ça veut dire que ce qu'on va voir en termes de vigueur cette année, c'est plutôt ce qui s'est passé en 2016, 2015, voire 2014. Et tout cet amortissement ou ce retard à la réponse, ça implémente notre projet et ça fait qu'il faut qu'on aille jusqu'à 2020-2022 pour dire c'est une solution stabilisée. Et tout particulièrement cette année, la vigne a été extrêmement sollicitée courant 2016 en termes de croissance végétative. Et avant même que les raisins soient complètement mûrs, il y a eu un blocage de la maturation des raisins. Et il y a eu un blocage de tout ce qui est translocation des réserves qui sont dans les feuilles et qui vont dans le cep pour l'année d'après. Donc on est reparti en 2017 à toute vitesse avec 25 degrés au mois d'avril et il n'y avait pas les réserves normales. Pour ce qui nous concerne dans notre projet, on est donc dans une situation où il y a un stress énorme qui est rajouté, donc des contraintes en plus et la fragilité, c'est de penser que ce que nous avons changé, donc la charrue et la piloselle, c'est les responsables des défauts qu'on constate et c'est peut-être quand même pas vrai. Donc globalement, ce que je pense et ce que commencent à penser aussi surtout les viticulteurs, c'est qu'est en train de se dessiner un changement de pratique imposé finalement. Pas forcément par Ecophyto ou par la société, mais imposé par tout, le climat aussi. Le vigneron indépendant, il va pouvoir valoriser
ses itinéraires face à ses clients. Il va pouvoir expliquer tout ça et valoriser peut-être dans le prix de la bouteille. Nous, pour l'instant, en termes de vignerons coopérateurs ou vendeurs de raisins, ce pas n'est pas encore franchi. C'est des choses qui peuvent se faire à l'avenir, mais pour l'instant, on est dans la phase d'essai du système, et ensuite viendra peut-être le moment où on pourra aussi valoriser ça auprès de nos acheteurs de raisins. Donc pour moi, c'est une affaire de passion aussi. Je voulais aussi expérimenter la technique parce que c'est vrai, dans le cadre du plan Éco-Phyto, on se pose des questions. Est-ce qu'à l'avenir, le glyphosate sera encore autorisé? Et puis donc dans ce cadre-là, je pense avoir sur mon exploitation des alternatives à l'utilisation de l'herbicide. Aujourd'hui, en 2017, on n'est plus à 40 hectares, on est plutôt à 36. Et puis peut-être d'ici à la fin de l'année à 34. Voilà. Majoritairement parce que l'expérimentation qu'on a mise en place en temps réel, elle arrive en 3e année, 4e année. Et c'est le moment de transition, c'est le moment difficile pour la vigne. Lorsqu'on fait un changement de pratique aussi fondamental que d'arrêter les désherbants, il faut donner du temps à la vigne et du temps aux vignerons pour que tous deux arrivent à inventer une nouvelle solution pour que la vigne pousse et que le viticulteur puisse l'aider à pousser. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans toutes les tentatives en pratique viticole qui sont de par toute la France ou de par toute l'Europe. Souvent on commence et puis au bout de 2 ans et demi on s'arrête. Et cette démarche de repère, de cadré par des éléments scientifiques, méthodologiques, de partage d'informations, de discussion des choses qui sont dures et des choses qui sont positives, je pense et en même temps j'espère que c'est ça qui va nous aider à tenir pour briser ce mur et produire de l'innovation stabilisée. Après cette première prise de risque, les viticulteurs ont poursuivi leur questionnement. Après le zéro herbicide, ils se sont penchés sur la composition de leur enherbement, gourmand en eau au détriment de la vigne. Ici, nous sommes sur une zone Natura 2000, c'est une lande sèche qui est protégée. Protégée pour la diversité végétale et la diversité animale, notamment l'entomofaune qui vit ici depuis des siècles. Il y a la zone du Strangenberg et puis une deuxième zone Natura 2000 qui est sur le Bollenberg, l'autre colline. Leur caractéristique, c'est que, vous le voyez, la roche à fleurs, il y a très peu de terre et c'est extrêmement séchant. On retrouve pas mal d'espèces qui vivent ici en Méditerranée, dans les montagnes. Donc au début, cette lande était une contrainte pour les viticulteurs parce qu'elle les empêchait d'étendre leurs vignobles. Et puis au fur et à mesure de la progression du travail, on s'est rendu compte qu'en 2014, en 2015, arrivaient des épisodes de stress hydrique pour la vigne terribles. Et puis les enherbements qui sont une des caractéristiques positives du vignoble alsacien, avec une grande partie du vignoble enherbé, commencent à devenir des contraintes puisqu'en situation de stress hydrique, cet enherbement il tient. Et les viticulteurs sont obligés de faucher à ras et en 2015, ils ont pour certains été obligés de passer la charrue ou du désherbant pour sauver la vigne qui avait besoin d'eau. Et dans ce projet, on a réfléchi et les viticulteurs du projet ont dit mais pourquoi on n'irait pas chercher des graines qui sont ici, là, regardez, ça c'est une flore magnifique et en même temps des plantes qui sèchent quasiment. On est le 21 juin, pardon. Les plantes sont en train de sécher. Et leur idée était de dire, et si on allait chercher les plantes qui poussent là-haut pour les mettre dans nos vignes, pour faire des enherbements qui soient des enherbements locaux, à partir d'espèces végétales qui vivent ici, dans les mêmes conditions de sol et d'hygrométrie que nos vignes, et des plantes qui, dès qu'il fait sec, sèchent, et donc ne seraient plus concurrentes de la vigne. Ça, c'est l'idée. La mise en œuvre, c'est que cette zone est protégée et qu'il nous a fallu convaincre, discuter, argumenter avec les gens qui protègent cette zone et qui au début nous interdisaient de récolter des graines ici. Et puis il nous a fallu trouver des gens qui sont capables de reconnaître des plantes sur les 140 espèces végétales qui vivent ici, lesquelles on allait choisir pour mettre dans les vignes et comment les reconnaître puisque nous ne sommes pas botanistes mais viticulteurs.
On a trouvé des gens, le Conservatoire des sites alsaciens, qui ont l'expertise en botanique pour nous aider à choisir et à récolter les graines. Et on a trouvé un des seuls semenciers en France qui est spécialisé dans la culture d'espèces sauvages, c'est Nungesser Semences. Donc d'une idée, un soir, on est arrivé à finalement nous cogner contre des oppositions et de la réglementation et dépasser ces oppositions et construire tous ensemble le projet d'après. Alors ici on est dans un champ qui a été réparti, je dirais, en plusieurs parcelles. Là-dessus notamment il y a trois espèces de fleurs sauvages qui sont en production, hein. La première espèce que vous pouvez peut-être voir avec les fleurs jaunes, c'est de l'hypericum. La deuxième à côté, où il n'y a pratiquement pas de fleurs, c'est de la Scabious columbaria, c'est une très très jolie fleur bleu-violette. Après, les fleurs blanches que vous voyez peut-être, c'est de l'Achillée millefeuille, toujours d'origine sauvage, je précise bien. Et puis l'autre parcelle, c'est du Berthéroa, donc mais ça c'est une plante annuelle. D'ici 2 ans, on espère avoir assez de production pour pouvoir créer un mélange, je dirais plus ou moins homogène, qui devrait cadrer dans ce que veulent faire les viticulteurs. Ce mélange sera réinstallé, ou ces plantes vont être réinstallées à partir de semis, dans le vignoble, je dirais, du côté de Westalten et de Sulzmatt. Ça, c'est la priorité absolue. Et donc c'est un mélange qui sera, on n'est pas encore d'accord, c'est pas moi qui vais décider tout seul, c'est tout le groupe. C'est que si on part avec un mélange 50% fleurs et 50% graminées sauvages, ou bien par exemple du 70 graminées et 30% ça c'est un détail, mais c'est pas moi qui décide. Cette mise en place va engendrer une nouvelle biodiversité dans les vignes, insectes, abeilles, cirfes, libellules, papillons, autant d'auxiliaires qui impacteront peut-être la présence des ravageurs du vignoble actuel. Ces nouvelles questions apporteront donc de nouvelles réponses qui seront analysées, consignées, l'objectif étant de publier l'ensemble des résultats du projet dans des revues spécialisées, professionnelles et scientifiques. Enfin, cette année, la méthode repère va se décliner en Allemagne et en Suisse. Donc dans ce projet Interreg, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller valoriser d'autres savoirs que ceux des vignerons de Westalten, dans un ancrage économique, culturel, sociologique différent et aussi agroclimatique complètement différent en Allemagne et en Suisse où toute l'eau que nous on n'a pas, c'est eux qui l'ont. Et l'idée dans ce projet, c'est d'essayer de mettre en valeur leur savoir, de mettre en exergue les différences de leur savoir avec ceux qui sont ici et de mettre en relation ces groupes pour que tous ensemble, et finalement, ils partagent des savoirs différents et finalement apportent des solutions différentes et construites à l'échelle transfrontalière pour construire une viticulture différente.